Bonsoir. Je crois que c'est la première fois que j'ouvre un bal, surtout un bal un peu particulier. Alors j'ai vu que dans le programme, aux échecs, chaque coup compte. Et c'est vrai, je pense, sans être un spécialiste, que chaque coup compte et qu'il faut commencer par une bonne ouverture. Alors pour ceux qui connaissent bien, voici une ouverture très célèbre aux échecs qui permet de gagner une partie. Mais moi, mon sujet, ce n'est pas les échecs. Mon sujet, c'est la décision. Parce que dans la vraie vie, chaque décision compte. Je vais donc vous parler de décision. Le 9 octobre 2002, ce monsieur, Daniel Kahneman, qui est psychologue, remporte le prix Nobel d'économie pour ses travaux sur la décision. C'est le père fondateur de ce qu'on appelle les sciences comportementales qui s'intéressent à une chose, comprendre ce qui influence nos décisions et nos comportements. Donc c'est de ça que je vais vous parler ce soir avec une mission, vous convaincre, ce qui est ma passion, vous convaincre que cette révolution des sciences comportementales, elle vous importe pour, comme on l'a dit en introduction, mettre échec et mat les mauvaises décisions, mais peut-être de manière plus importante, pour vous permettre de prendre des bonnes décisions dans votre vie personnelle, dans votre vie professionnelle, et même, on le verra à la fin, pour votre bonheur. Et vous savez que la parole d'un Dauphinois, même d'un très ancien Dauphinois comme moi, pas sûr qu'il y ait beaucoup de promos 83-84 dans la salle, donc la parole d'un Dauphinois, ça vaut de l'or. Donc, écoutez-moi. On va commencer par une petite expérimentation. Imaginez que vous ayez un film à choisir pour ce soir. Parmi 24 films, 12 films faciles, des comédies, des films d'action, par exemple Les Tuches, et 12 films exigeants, inspirants mais exigeants, par exemple La liste de Schindler. C'est exactement dans ce cas de figure que se sont retrouvés les participants d'une étude menée par le professeur George Loewenstein de Carnegie Mellon. À la moitié des participants de son étude, il a demandé de choisir un film pour ce soir, un film pour demain soir et un film pour après-demain soir. À l'autre moitié de ses participants, il a demandé de choisir un film pour ce soir, mais de revenir demain pour choisir un film pour demain, et de revenir après-demain pour choisir un film pour après-demain. Alors, imaginons que vous ayez un film à choisir pour ce soir, facile ou exigeant? Levez le bras pour ceux qui disent facile. Et exigeant? Bon, je ne sais pas faire le compte, mais ce que je peux vous dire, c'est que dans l'étude réalisée par George Loewenstein, la majorité des participants du premier groupe choisissent un film facile, Les Tuches. Peut-être qu'ils ont eu une longue journée à Dauphine, agrémentée de quelques cours de maths dont j'ai vu dans le tableau un peu salé, avec une session TEDx pour terminer. Donc on a bien le droit à un petit film facile. OK. Pour demain, un film exigeant, La liste de Schindler. Et pour après-demain, ils choisissent un film exigeant, La liste de Schindler 2. OK, pourquoi pas. Mais qu'est-ce que choisissent les participants du deuxième groupe? Ceux qui reviennent chaque jour, donc qui sont plus proches de la vraie vie, eux. Alors, pour ce soir, ils étaient peut-être aussi dans cette salle, un film facile, Les Tuches. Ils reviennent le lendemain, ils ont eu encore une journée compliquée à Dauphine, facile. Et après-demain, encore facile. Alors, qu'est-ce que nous dit cette expérimentation et beaucoup d'autres? Elle révèle un biais fondamental humain qu'on appelle le biais du temps présent. Nous, les humains, nous avons un mal de chien à résister à un avantage petit, mais qui survient tout de suite par rapport à des avantages majeurs, demain, différés dans le temps. Alors,
je ne vais pas rentrer dans les détails, mais pensez juste à l'impact de ce biais non conscient sur nos comportements par rapport à l'environnement, par exemple. Est-ce que nous ne choisissons pas souvent le court terme par rapport à l'avantage énorme du long terme, ou même par rapport à sa santé personnelle? En ce qui me concerne, j'ai un mal de chien à résister à un bon banana split tout de suite, même si ma femme et mon médecin me disent que ça serait pas mal si je perdais 10 kilos pour ma santé, quoi. Un avantage très fort. Donc c'est un biais qui est assez fondamental. Des biais comme ça, plus d'une centaine ont été identifiés par les chercheurs en sciences comportementales. Et rappelez-vous, ce sont des biais non conscients, donc ils influencent nos décisions. Les sciences comportementales ont révolutionné ce qu'on savait de la décision humaine et de ce qu'il l'influence. Non, nous ne sommes pas des homo economicus rationnels qui choisissons en analysant rigoureusement chacune des options de choix pour choisir celle qui maximise notre satisfaction, notre utilité, disent les économistes. Nous sommes des êtres humains. Alors, qu'est-ce que nous disent les sciences comportementales sur ce qu'est être un être humain? Nous sommes des êtres éminemment sociaux. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie ce que les autres disent, pensent, font, jouent une influence majeure sur nos propres décisions. Deuxièmement, nous sommes des êtres éminemment émotionnels. L'émotion, même fugace, que nous ressentons à un moment de la décision, la peur, la joie, l'excitation, ou des émotions plus durables, le stress, impactent et orientent nos décisions. Troisièmement, nous sommes des êtres contextuels, ce qui signifie qu'il y a une influence majeure de l'environnement, y compris l'environnement physique, l'environnement social dans lequel nous nous trouvons au moment où nous prenons une décision. Et quatrièmement, nous sommes influencés par les fameux biais cognitifs non conscients, à l'exemple de ce qui se passe avec le biais du temps présent. Alors, les sciences comportementales ont permis d'approfondir toute cette compréhension. Mais en fait, elles permettent mieux. Elles permettent, sur la base de cette compréhension, de prendre des bonnes décisions. Alors, je vais vous donner un petit exemple. Est-ce que certains reconnaissent cet homme-là? Alors, il s'appelle Warren Buffett. Alors maintenant, il est assez âgé, mais c'est peut-être dans l'histoire économique le financier, l'investisseur qui a le plus réussi au monde. Ce qu'on sait moins, c'est que Warren Buffett est également, au-delà d'être un décideur exceptionnel en matière d'investissement, Warren Buffett est aussi un expert dans l'application des sciences comportementales pour prendre des bonnes décisions d'investissement. Alors, comment fait-il? Premièrement, il connaît l'existence d'un biais très important qu'on appelle le biais de confirmation. Qu'est-ce que c'est que le biais de confirmation? C'est très simple. Quand vous voulez faire une décision rationnelle, vous essayez d'analyser, de collecter des faits, des données, des chiffres pour chacune de vos options de choix. Ce que montrent les études, c'est qu'en fait, de manière non consciente, nous sélectionnons, interprétons et mémorisons les faits et les chiffres qui confortent notre opinion initiale. Donc on a le sentiment de faire une décision rationnelle et en fait, tout ça pour se retrouver à dire « bah oui, bien sûr, j'avais raison dès le début ». Ok, c'est un piège monstrueux par rapport à la prise de décision. Alors que fait Warren Buffett pour éviter ce biais? Il met en place un tout petit process. Il connaît son existence. Malheureusement, les études montrent que connaître un biais ne permet pas de ne pas en subir l'influence. C'est un peu comme les illusions d'optique ou comme les mirages, on sait qu'ils sont faux, mais on les voit quand même. Un biais, il vous impacte même si vous connaissez son existence. C'est là où ils sont dangereux. Alors il met en place un process qui est très simple. Il demande à son équipe
de relever, de collecter tous les faits, tous les chiffres qui vont à l'encontre de sa décision, pour qu'il soit véritablement confronté à ce qu'il ne veut pas voir. Et deuxièmement, il demande à rencontrer un expert qui pense différemment, c'est-à-dire qui pense que sa décision envisagée est mauvaise. Non pas pour le convaincre, mais pour comprendre la logique qui le conduit à prendre une décision qui est différente. Et c'est simplement à l'issue de ce process que Warren Buffett prend sa décision. Donc c'est un exemple parmi beaucoup d'autres qui vous montre comment on peut partir d'une compréhension de ce qui influence les décisions pour arriver à prendre des décisions en construisant un process adapté. Mais les sciences comportementales permettent également d'améliorer les décisions collectives, d'aider les autres à prendre des bonnes décisions en construisant des plans d'action qui sont efficaces pour encourager les changements comportementaux bénéfiques pour les individus, la communauté ou la planète. Alors, ça a commencé avec notre idole pour beaucoup, Barack Obama, qui, en 2009, a appelé un des géants des sciences comportementales, Cass Sunstein, à le rejoindre à la Maison-Blanche. Maintenant, il y a plus de 200 organisations publiques qui appliquent, avec des équipes dédiées, les enseignements des sciences comportementales, y compris en France, où il existe une équipe sciences comportementales au sein de la direction interministérielle de la transformation publique. Les plus grandes entreprises du monde, alors non, un slide a sauté, ça n'est pas très grave, les plus grandes entreprises du monde ont également, et en particulier Google, créé des équipes sciences comportementales, mais c'est Google, JP Morgan. Vous seriez peut-être surpris de savoir que la SNCF dispose d'une Nudge Unit spécialisée dans l'application des sciences comportementales. Donc en fait, il y a une dynamique formidable. Pourquoi ? Parce que les sciences comportementales renforcent la performance des organisations dans les stratégies de changement de comportement. Alors, un exemple, le voici. Est-ce que vous savez qu'aux États-Unis, beaucoup de seniors à la retraite ont un niveau de revenu qui est faible ? Pourquoi ? Pour une raison, maintenant que vous êtes des spécialistes du biais du temps présent, vous comprendrez assez facilement, quand j'ai 25 ans, 35 ans ou 45 ans, je n'ai pas du tout envie d'épargner plus pour ma retraite, mais j'ai envie du petit avantage à court terme d'épargner un tout petit peu moins pour avoir un revenu disponible un tout petit poil supérieur. Et au final, avec un gros désavantage d'être dans une situation difficile lors de la retraite. Alors, que fait Richard Thaler, qui est un autre géant des sciences comportementales, prix Nobel 2017 et auteur du livre Nudge? Il propose ce qu'on appelle le Smart Plan. Alors, le Smart Plan, c'est quoi ? C'est je te propose d'épargner plus pour ta retraite dans un an, au moment de ton augmentation de salaire. Alors là, ça change tout, ça change complètement la perception. Là où, si c'est maintenant, j'ai l'impression de faire un effort et de me priver d'une partie de mon revenu disponible, si c'est dans un an, d'abord les efforts dans un an, ça va bien. Et en plus, si j'ai 10 de plus par mon salaire, que je cotise un de plus, j'aurai toujours 9 de plus. 80% des participants acceptent de rentrer dans leur Smart Plan. 3 ans plus tard, leur taux d'épargne est passé de 3,5 à 11,6%. Voilà comment, en connaissant les ressorts psychologiques qui influencent les décisions, on peut mettre en place un plan d'action qui va aider les gens en totale liberté de choix à faire et à prendre une décision qui est bon pour leur avenir à long terme. Donc voilà le pouvoir des sciences comportementales sur les décisions individuelles et sur les décisions collectives. J'aimerais terminer en exprimant ma gratitude. Alors pourquoi ? Pour une raison très simple. En fait, les spécialistes en sciences comportementales se sont intéressés aussi à un sujet qui nous passionne tous, le bonheur. Qu'est-ce qui explique le bonheur ?
Et là encore, leurs enseignements sont absolument révolutionnaires. Un, nous nous trompons sur ce qui favorise notre propre bonheur. Qu'est-ce qui favorise notre propre bonheur? Un, la capacité à créer des relations avec les autres, avec sa famille, avec ses amis, et de multiplier ces relations. Deux, savourer chaque instant quotidien et les petits bonheurs au quotidien. Si vous voulez en savoir plus, allez voir le film de Wim Wenders, Perfect Days. C'est aussi les expériences par rapport à la possession d'objets qui maximisent notre bonheur. Et enfin, et c'est pour ça que je veux exprimer ma gratitude, exprimer sa gratitude, être gentil, la gentillesse est la mère de la gentillesse, ça produit non seulement du bonheur aux autres, mais ça produit du bonheur pour vous-même. Donc je veux exprimer ma gratitude à ma famille, qui est dans un coin ici, y compris la petite personne qui va rejoindre la famille dans quelques jours. Je veux exprimer ma gratitude à mes collègues et amis de BVA. On a beaucoup souffert, mais c'est génial de travailler avec des gens bien tous les jours. Je veux exprimer ma gratitude à Dauphine pour avoir eu cette opportunité, à Vincent Herse en particulier, et ma gratitude à vous tous. Et n'oubliez pas, intéressez-vous aux sciences comportementales, ça pourrait être un game changer dans votre vie pour vos décisions personnelles, vos décisions dans votre vie professionnelle et pour votre bonheur. Et n'oubliez pas, c'est un Dauphinois qui vous le dit. Merci de votre écoute.